Je croyais naïvement que tout y avait été dit au sujet de la grande pyramide de Gizeh. Mais un jour, j'ai découvert que l'égyptologie officielle nous cachait tout plein de trucs trop étranges. Alors j'ai fait mes propres recherches, en ouvrant mon esprit tout grand. Moi je voulais juste savoir qui c'était qui n'avait construit la pyramide et surtout comment qui n'avait fait. Mais ma quête m'a conduit bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Il y a tout plein de trucs qui n'ont été dits sur la Grande Pyramide, mais mon intuition me dit qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. On va tous faire un beau et long voyage qui va terriblement mettre à mal les fables qu'on nous raconte à l'école au sujet de l'Égypte ancienne. Je vais vous demander de mettre de côté votre raison, afin d'ouvrir tout grand votre esprit à ce que je m'apprête à vous révéler sur les étranges mystères de notre passé. Commençons par le top 8 des prouesses des bâtisseurs de la Grande Pyramide. En 8e place, avant de bâtir la pyramide, les bâtisseurs ont eu l'idée de niveler le terrain au lieu de construire sur un sol gondolé dans tous les sens. Ils ont ensuite disposé des super gros blocs de pierre aussi lourds que des grosses berlines allemandes. Les archéologues dogmatiques n'ont même pas remarqué ce fait. À la 7e place, le transport de 130 dalles de granit de 12 à 70 tonnes chacune sur une distance de 900 km. Même de nos jours avec notre technologie ce serait trop pas facile. En 6e position, la Grande Pyramide ne comporte que 3 chambres toutes petites et sans la moindre fenêtre. Vous imaginez un immeuble de 20 étages avec juste 3 chambres en plein milieu? Ça n'a aucun sens. Les gars, ils ont creusé un tout petit couloir jusqu'à la chambre souterraine, ce qui étonne Pierre le psychopathe, un architecte qui a bossé sur des bâtiments qui n'ont aucun rapport avec les pyramides d'Égypte. Le couloir qui descend en bas, il est vraiment tout petit. Personne ne voudrait habiter dans un endroit avec un couloir aussi petit. C'est des coups à se faire une scoliose. À la 5e position, les ouvriers ont empilé plus de 2 millions de blocs de pierre, tout différents. Ces blocs-là également pèsent le poids de bonnes grosses berlines, plutôt des Mercedes à mon avis. Toutes ces berlines ont été assemblées de façon vachement trop précise. La chambre haute est précise au dixième de millimètre, j'ai jamais vu un rectangle aussi précis. Moi, un décalage d'un centimètre, je le remarque même pas, alors pourquoi les gars se sont-ils tellement appliqués à faire leur boulot correctement? À propos de la précision, voici l'opinion de Chris Watts, le meilleur ingénieur structure de tout le monde entier. Je réalise des structures en acier et je n'ai jamais taillé une pierre de ma vie. Je serais bien incapable de bâtir une pyramide. En 4e place, la pyramide est orientée sur le nord de façon super trop précise que c'est très suspect. Elle est également parfaitement orientée vers le sud, l'ouest et l'est. À la 3e position, la Grande Pyramide possède en réalité non pas 4, mais 8 faces, comme vous pouvez le voir sur cette image. Faire une pyramide avec 8 faces, c'est certainement 2 fois plus difficile qu'une pyramide avec 4 faces. Mais bon, moi, ma spécialité, c'est l'architecture d'intérieur. En 2e place, d'après les égyptologues officiels de la science officielle, la Grande Pyramide elle aurait été construite en seulement 20 ans. 20 ans, en travaillant 12 heures par jour sans pause déjeuner, 365 jours par an, avec au moins 2 millions de blocs de pierre, ça veut dire que les petits ouvriers devaient extraire, tailler, hisser et ajuster un bloc en moins de 2 minutes 30. Ils nous prennent vraiment pour des quiches scénarchénologues. Et enfin, à la première place, sachant que les Égyptiens ne connaissaient ni la roue, ni le fer, ni la chloroquine, c'est donc avec des petits burins tout mous en cuivre et des grosses boules de pierre qu'ils auraient réalisé la Grande Pyramide. Ben voyons. On récapitule pour être sûr que vous avez bien compris le délire.
Il y a à peu près 47 siècles, alors que le reste du monde déambule en peau de bête, les bâtisseurs ont construit la grande pyramide de Gizeh. Toute une colline de calcaire rasée. Un dallage énormissime sur plus de 6 terrains de football. Plus de 2 millions de blocs empilés sur la hauteur d'un immeuble de 42 étages. Un couloir tout petit qui s'enfonce dans la roche sur 100 mètres. D'énormes blocs de granit hissés jusqu'à 70 mètres au-dessus du sol et ajustés au dixième de millimètre. 8 faces et non pas 4. Une précision trop précise. Et le tout en seulement 20 ans, avec ceci. Devant ce grand n'importe quoi, j'ai décidé de mener ma propre enquête, loin des dogmes de l'archéologie. J'étais loin d'imaginer jusqu'où celle-ci allait me conduire. En interrogeant des égyptologues officiels, je me suis vite rendu compte que ceux-ci n'avaient pas réponse à tout et qu'il fallait souvent se contenter de simples suppositions. Alors qu'est-ce qui m'empêcherait de proposer également mes propres hypothèses? Concernant la Grande Pyramide, il n'existe en fait que de simples opinions, et à ce jour, absolument rien n'a jamais été démontré. Plutôt que d'interroger des spécialistes de l'Antiquité, j'ai préféré me tourner vers des experts en construction moderne et un géologue qui tape sur des cailloux. Pour comprendre la construction de la Grande Pyramide, il suffirait d'étendre sa durée de construction et le problème serait résolu. Celle de Teotihuacan au Mexique, moitié moins haute et fabriquée avec des toutes petites pierres, aurait demandé 150 ans. Pourquoi les égyptologues officiels s'accrochent-ils à cette durée ridiculement courte de 20 ans? Parce que s'ils admettaient une durée plus longue que celle du règne du pharaon Khéops, ça ne pourrait plus être son tombeau, ce qu'il est interdit de remettre en question. Voici la position officielle de l'archéologie officielle. Il y a des oiseaux qui voudraient imaginer que les pyramides auraient pu avoir une autre fonction que celle d'un tombeau. Écoute mon grand, si tu avais ouvert au moins une fois dans ta vie un bouquin d'égyptologie au lieu de sniffer les élucubrations de ton informateur secret, tu saurais que c'est totalement exclu. Et si qu'en fait la Grande Pyramide n'était pas le tombeau de Khéops? Alors à quoi qu'est-ce qu'elle pourrait bien servir? Il ne faut surtout jamais poser cette question qui dérange à un égyptologiste, ou vous serez immédiatement traité de pyramidiot. Je dois vous faire une confidence. À l'heure actuelle, je serais encore à réaliser des spots de pub bidons si je n'avais pas été guidé par un chercheur hors norme, inépuisable et méticuleux. C'est lui qui m'a suggéré d'aller à la découverte d'autres sites trop étranges. Partout où je suis allé, j'y ai vu ceci, des blocs aussi lourds que des grosses berlines, ajustés au dixième de millimètre. On ne pourrait même pas glisser une lame entre deux de ces grosses berlines. Le mur de mon jardin, il est pas aussi bien ajusté que ça. C'est vraiment incompréhensible comment qu'ils ont fait ça, ceux qui ont fait ça. Non, là, je comprends pas. C'est trop du mystère énigmatique. Tout autour de la pyramide, je suis tombé nez à nez avec des marques suspectes sur les pierres. Des entailles, des sillons. Ces images m'ont hanté pendant des années, jusqu'à ce que je tombe sur cette image d'une entaille réalisée de nos jours par une machine ultra-moderne. La similitude était troublante. Comment les Égyptiens avaient-ils eu l'idée de tracer des lignes droites comme nous? Plus tard, on m'a également montré ces trous égyptiens.
Figurez-vous qu'ils sont aussi ronds que ceux que l'on réalise avec nos machines modernes. Tout cela était particulièrement étrange. Alors, on connaît les techniques utilisées pour réaliser ces forages par exemple. Les anciens Égyptiens utilisaient des tubes et à l'aide d'abrasifs ils... Les égyptologues n'avaient pas la moindre explication à nous proposer, si ce n'est de ridicules gribouillages dignes d'un enfant de 4 ans. J'ai décidé de prendre un billet pour Assouan, la carrière de granit qui a été utilisée pour réaliser la Grande Pyramide. Ce grand machin, c'est l'obélisque inachevé. Haut comme un immeuble de 15 étages et aussi lourd que 850 grosses berlines de marque allemande. Et voilà les outils qui ont été utilisés pour réaliser ce gigantesque obélisque. Vous ne rêvez pas, les égyptologues veulent nous faire croire que les Égyptiens auraient pu tailler 15 étages de grosses berlines avec de petits cailloux en dolérite. L'obélisque d'Assouan, taillé à l'aide de boules de dolérite? C'est juste complètement ridicule, bonhomme. J'ai essayé les boules en question, j'ai donné 2 à 3 coups, et bien ça n'a pas donné un obélisque. Rien, que dalle. Des boules de dolérite. J'entendis alors parler de l'expérience de Nova qui en 1991 a tenté de fabriquer une réplique de la Grande Pyramide en utilisant les méthodes gribouillées par les archéologues. Toute cette expérience est une vaste fumisterie. J'ai vu sur Wikistrike qu'à l'abri des caméras, les gars utilisaient des marteaux-piqueurs et qu'il y avait une grue cachée derrière la pyramide. Cette expérience que les égyptologistes nous présentent comme une réussite est une véritable manipulation. Il est évident que les Égyptiens n'ont pas pu tailler des blocs de calcaire dur comme de l'acier trempé. La vérité c'est qu'ils faisaient fondre la pierre en utilisant des lentilles géantes de 15 mètres de diamètre, très discrètement. Les preuves de ce que j'affirme sont cachées dans les archives secrètes du Vatican. Voici les hiéroglyphes les plus trop étranges jamais découverts. Cette image n'est pas un fake et n'a pas été retouchée. Comment que c'est possible? Est-ce que c'est pas la preuve ultime d'une super technologie? Eh ben non gars, la vérité c'est qu'il s'agit d'un incroyable hasard. Il s'agit de 2 noms de pharaons superposés, celui de Séti Ier et son successeur Séti Pavré, gravés par-dessus. Puis avec le temps, le plâtre il a tombé pour faire apparaître ces surprenantes silhouettes. Face au mutisme des égyptologues, certains petits malins n'ont pas hésité à faire du buzz avec ces images. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'une image ne sera jamais une preuve. Sauf celle que je vous présente. Tous les objets que les archéologues y comprennent pas sont automatiquement classés en objets religieux. Voici par exemple des engrenages étranges qu'on veut nous faire passer pour des cuves sacrificielles. Un centre de contrôle transformé en hôtel religieux. Des ampoules électriques géantes maquillées en scènes religieuses. Et une hélice aérodynamique déguisée en vase en forme de fleurs de lotus. Vous ne verrez pratiquement jamais ces objets qui dérangent dans les livres officiels.
Les archéologues vont imaginer une sculpture religieuse, là où un ingénieur de talent tel que moi saura reconnaître une pièce de machine. Je demande seulement aux archéologues officiels de laisser les interprétations aux ingénieurs. C'est le seul moyen de comprendre les réelles fonctions mystérieuses de ces objets. Puisque les réponses des archéologues n'allaient pas dans le sens de ce que je voulais entendre, je me suis alors tournée vers les chercheurs alternatifs, qui avaient des choses bien plus rigolotes à partager. Ma quête m'a fait croiser le chemin de Christopher Dunn, un ingénieur spécialiste des machines de haute précision super trop précises. Son étude des statues de Luxor était stupéfiante. Son regard d'ingénieur expert a ouvert de nouveaux horizons et balayé les interprétations farfelues des archéologues. Les statues de Ramsès de Luxor utilisent des formes très complexes et incroyablement trop précises. Surpris par l'incroyable symétrie du visage de Ramsès II, il a procédé à une analyse minutieuse à l'aide d'un spirographe de haute précision. On constate que la joue gauche est identique à la joue droite. Pour obtenir un tel résultat, il devait disposer d'un spirographe de très grande dimension, sans doute réalisé dans un alliage encore inconnu. Ce genre de résultat n'est pas le fruit du hasard. Les gars, ils ont bien réfléchi avant de réaliser la statue. Ils se sont pas contentés de donner des coups au hasard. Les autoproclamés chercheurs de vérité qui débarquent en Égypte s'empressent de faire remarquer que les Égyptiens ne possédaient pas de machines aussi avancées que les nôtres. S'ils ne se contentaient pas de faire du tourisme, nos chers pseudo-archéologues sauraient que les outils employés, on les connaît. Mais ça, ce n'est sûrement pas un ingénieur en pont et chaussée qui risque de leur apprendre. Ce conte pour enfants ne permet pas d'expliquer la précision au tiers de millimètre de la symétrie des spirographes de Luxor. Des statues en granit de 15 mètres de haut parfaitement symétriques, j'étais toute retournée par les implications d'une telle découverte. Il devenait évident que les bâtisseurs disposaient d'une technologie avancée. Les archéologues m'ont alors de nouveau brandi un gribouillis explicatif, c'était déplorable. Personne ne peut savoir quels outils ont été utilisés pour réaliser ces statues. C'est un mystère total. Les archéologues qui osent dire le contraire sont des idéologues. Devant tant de questions sans réponse, je suis retournée voir le chercheur que j'avais rencontré. C'est alors qu'il m'a montré cette incroyable photo. J'étais tout émoustillée de découvrir qu'à l'autre bout du monde, on retrouvait le même genre de puzzle qu'en Égypte. Évidemment, les archéologues fermés d'esprit s'exclameront qu'il est absolument impossible qu'il y ait un lien quelconque entre ces lieux. Ni une ni deux, j'embarquais donc en direction d'une toute petite île perdue au milieu d'un immense océan, l'île de Pâques. Cette petite île triangulaire n'est pas de tout ce que l'on s'imagine. Il s'agit d'un endroit verdoyant rempli de troupeaux de chevaux sauvages, je n'y ai croisé aucun lapin. Aux quatre coins de l'île, qui en compte 3, se trouvent des volcans. C'est de cette pierre volcanique que sont nées les fameuses statues Moai. Selon l'histoire officielle, les Pascouans seraient un groupe de Polynésiens qui auraient parcouru 4000 km dans des petites pirogues et seraient arrivés comme ça au pif sur cette île. Ils ont alors baptisé cet endroit Rapa Nui, c'est-à-dire le nombril de le monde. Tout cela n'est que supposition d'archéologues vieillissants idéologues, car la science ne peut pas dater la date de réalisation d'une sculpture. On ne peut donc pas affirmer avec certitude que ce sont bien les gars en pirogue qui ont réalisé ces chefs-d'œuvre. Il est possible de donner l'âge géologique d'une pierre, mais impossible de savoir quand elle a été sculptée. Après, en tapant dessus suffisamment en rythme, on peut réussir à donner une datation via son empreinte sonore, mais cette méthode n'est pas encore reconnue par la science officielle. Ainsi, toutes les datations des réalisations en pierre avancées par les archéologues sont totalement hypothétiques, et n'importe quel citoyen a le droit et le devoir de partager ses propres hypothèses de datation. Selon les archéologues, ce mur est le plus ancien de l'île. Pour le coup, on va dire qu'on est d'accord avec eux, car ça nous permet de faire remarquer que le mur le plus ancien est le plus complexe, avec les plus gros cailloux, les mieux ajustés. On retrouve des Moai éparpillés partout sur l'île.
Voici le plus grand, qui est inachevé. Il mesure 22 mètres de haut pour un poids estimé à 250 tonnes. Je vois pas bien comment les Pascouans n'auraient pu le sortir et le déplacer avec leur petite pirogue. Bien sûr, je ne prétends pas que c'est pas possible. Je dis juste que je n'ai encore jamais vu personne promener des moailles, donc rien ne le prouve que c'est possible. Il existe un autre mystère sur l'île, l'écriture. Personne n'a encore été fichu de la traduire. Certains chercheurs de vérité pensent qu'elle viendrait du Pakistan. Mais ça fait une sacrée trotte en pirogue. À moins que tout cela ne soit pas l'œuvre des petits Pascouans, mais de bâtisseurs aux doigts effilés comme ceux des statues moailles. D'ailleurs, vous voulez vraiment me faire croire que c'est un visage polynésien, ça? Laissant à l'archéologie ses élucubrations, je poursuivis ma route vers le Pérou. J'arriva au plateau de Nazca avec ses dessins géants. Les archéologues attribuent naïvement ces géoglyphes à la population Nazca. À quoi pouvaient donc bien servir ces pistes d'atterrissage? À quelques kilomètres de là, me promenant au musée, je découvris avec stupéfaction des momies. Il me semblait pourtant qu'on en trouvait seulement en Égypte. Il y avait exposé également ces étranges crânes déformés qui me faisaient penser aux statues d'Akhénaton. Tout cela était décidément bien trop étrange. Je finis par arriver à Cusco, qui dans la langue des Incas signifie « nombril de le monde ». Au bas tient comme « Rapa Nui ». Sur place, je fis la rencontre d'un explorateur français qui me confia avoir fait une extraordinaire découverte. Un jour que je faisais mes courses au marché local, un type avec un long manteau s'est approché de moi. Je pensais qu'il voulait me refourguer des Rolex tombés du camion, mais non, en fait il cachait sous son manteau des momies extraterrestres qu'il avait découvertes fortuitement lors d'un pillage. Je peux te dire que ça m'a coûté un bras de les lui racheter. Tu voudrais pas m'en prendre une petite? Entre compatriotes, je te fais un prix d'amis. C'est du 100% alien. En plein cœur de Cusco, on trouve des murs antédiluviens composés d'énormes blocs. Et au-dessus, une partie plus récente, faite de tout petits blocs. Non loin de là, se situe la forteresse de Sacsayhuaman. Ces blocs sont encore plus énormissimes, je n'arrive même pas à faire la conversion en grosse berline. Je n'avais pas mon rasoir sur moi pour vérifier, mais le tout était assemblé avec une précision millimétrique. Lorsque l'on étudie ce genre de monument, il faut bien avoir à l'esprit qu'un travail difficile est tout sauf facile. Selon certains chercheurs alternatifs, ce site forme avec Cusco et le site du nom de Queneco un triangle parfait. Je peux pas dire pourquoi il y a toutes ces coïncidences, mais en tout cas, ce n'est certainement pas un hasard. Je pris ensuite le train pour me rendre au Machu Picchu. Le Machu Picchu, c'est vraiment le top en matière de construction trop étrange. Tu as bien fait de venir ici, ma jolie. Le Machu Picchu aurait été un lieu secret de transmission de connaissances inconnues. Comme d'habitude, les constructions les plus anciennes étaient les plus grosses et les plus précises.
Les ressemblances entre l'architecture de ces murs et celle des murs égyptiens étaient tellement troublantes que j'ai failli faire un malaise. À moins que ce ne soit à cause de l'altitude. Je récapitule. Dans tous ces lieux, on trouve des énormes pierres super trop lourdes aux formes complexes, assemblées avec une précision trop précise au tiers de millimètre de lame de rasoir. Les datations des archéologues ne sont que de simples suppositions. Et surtout, on n'a pas un début de commencement de preuves sur le comment que les mystérieux bâtisseurs ils n'ont construit tout ça. L'île de Pâques et la grande pyramide de Gizeh sont rigoureusement alignées le long d'une ligne parfaitement droite. Soit tous ces peuples se connaissent et se sont transmis des savoirs, soit ils ne se connaissent pas et ont simplement évolué dans la même direction. Est-ce si étonnant que l'Homo sapiens, qui est le même sur toute la planète, ait à peu près imaginé les mêmes solutions aux mêmes problèmes? Pour moi, c'est vraiment peu probable. Mais en même temps, j'ai du mal à imaginer les Incas aller faire du tourisme en Égypte. Il est évident que toutes ces civilisations ont communiqué. Mais comment qu'ils ont fait pour aligner de façon aussi précise ces différents sites? Et pourquoi cette ligne elle est inclinée à très précisément 30 degrés par rapport à notre équateur, hein? Toujours en quête de réponse, j'alla faire une balade au Mexique. Comme à Gizeh, on avait ici 3 pyramides principales. Comme d'habitude, on n'avait pas la moindre idée des techniques utilisées pour bâtir ces machins. La civilisation égyptienne s'est développée bien avant le Mexique et il n'y a jamais eu la moindre relation entre ces peuples, séparés par des dizaines de siècles et des milliers de kilomètres. L'effet qu'il y ait des ressemblances est une simple coïncidence. Mon informateur secret m'avait également suggéré un autre site, totalement inconnu du grand public. Il se trouve au beau milieu de la Chine, à Zhejiang. On y trouve des centaines de pyramides, construites avec de la terre. Ce sujet est tabou parmi les archéologues. Et le gouvernement chinois interdit de s'approcher de ces monuments. Quel lourd secret veut-il nous cacher? Évidemment, les archéologues dogmatiques trop fermés d'esprit passent leur temps à nous expliquer que ces différentes constructions ne datent pas du tout de la même époque. Sauf que comme on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas dater la pierre, et donc les datations avancées par les archéologues ne sont que de simples opinions qui n'ont pas plus de valeur que la mienne. Et si qu'en fait les Égyptiens, les Incas, les Pascans, n'étaient pas les bâtisseurs de ces monuments? Il n'y a absolument rien qui nous prouve que les pyramides d'Égypte n'aient été bâties il y a très longtemps avant et que les Égyptiens ne se sont pas contentés de se les approprier. Il n'y a rien. Kedo. Zéro preuve. L'homme n'a jamais été capable depuis d'inventer des matériaux qui durent aussi longtemps que la pierre. C'est stupéfiant. Tant qu'on ne pourra pas dater la taille d'une pierre, tout ne peut être que supposition. N'importe qui a alors le droit de proposer ses propres datations comme ça lui chante. Tant que la science continuera de ne pas vouloir prendre en compte les opinions des chercheurs de vérités indépendants, alors il ne s'agira pas de science, mais de croyance. Pour comprendre tout ce bordel, il faut faire table rase des âneries de l'archéologie. Je repartais donc à zéro et retournais voir mon informateur secret anonyme.
Je compris qu'il en savait beaucoup plus qu'il avait bien voulu m'en dire jusqu'à présent. Au cours de nos nombreux échanges, je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il me racontait. Mais je savais au fond de mon cœur qu'il détenait la vérité. Je me laissais guider par mon intuition. Je retourna en Égypte, au pied de la pyramide rouge. Ce truc pointu, c'est ce qu'on appelle un pyramidion. Celui-ci a été découvert par l'égyptologue allemand Rainer Stadelmann en 1993. Je suis allé le filmer accompagné de mon informateur en 2005. À cette époque, nous n'avions pas de décimètre sous la main. Mon informateur secret a eu alors la brillante idée d'utiliser un rouleau de papier toilette de notre hôtel pour effectuer les relevés. Chose incroyable, le pyramidion mesurait pile poil 1 mètre de hauteur. N'était-ce pas un incroyable hasard? Lorsque je suis revenu en 2008 avec un décimètre en poche afin de vérifier mes précédentes mesures, je tomba des nues, le pyramidion avait été changé. Sa forme et ses dimensions avaient été changées par les archéologues afin de nous cacher des choses. Mon informateur secret me demanda de lire quelques livres afin de m'éclairer dans ma quête. Le chemin vers la vérité demande des sacrifices. Je découvris avec stupéfaction que toute l'égyptologie reposait uniquement sur un seul et unique bouquin, celui d'Hérodote. Comment qu'on peut être sûr que ce que raconte ce type est la vérité vraie? Pourquoi les archéologues se permettent-ils de croire aveuglément tout ce qu'ils racontent sans se poser la moindre question? En 1859, le British John Taylor décida de diviser cette longueur par celle-ci comme ça au pif et découvrit avec étonnement le nombre pi. Ce calcul n'a rien d'un hasard, le demi-périmètre de la pyramide c'est la plus grande dimension horizontale visible et la hauteur c'est la plus grande dimension pas visible. Tu piges? Bien sûr, pour les égyptologues dogmatiques, il est hors de question d'imaginer que les bâtisseurs des pyramides aient pu connaître le mètre, et encore moins pi. Pourtant, les révélations de mon informateur secret anonyme ne s'arrêtaient pas là. Il me montra que la plus grande surface visible divisée par la plus grande surface invisible donnait le fameux nombre d'or, phi. Je savais pas trop ce que c'est ça le nombre d'or. Je découvris que celui-ci régissait l'univers tout entier. On le trouvait absolument partout, même dans l'homme. Ceci divisé par cela multiplié par cela, ajouté à ceci moins cela, donnait phi au carré. Difficile d'admettre que pi et phi puissent se trouver, par hasard, dans la grande pyramide. La grande pyramide mesure 440 coudées royales de large sur 280 coudées de haut. On ne connaît pas l'origine de cette mystérieuse coudée royale. Les étalons que l'on a retrouvés sont tous de longueurs différentes, ce qui pose un problème aux archéologues dogmatiques. Mais des experts en numérologie ont réussi, eux, à déterminer très précisément sa valeur, qui est de 52 cm, 3 mm, 6 dixièmes de millimètre, 9 microns. Pourquoi diable les Égyptiens avaient besoin d'utiliser une coudée précise au dixième de millimètre? Et comment qu'ils n'ont fait pour assembler des grosses berlines aussi lourdes? Pour déterminer la précision des objets, il faut utiliser des outils ultramodernes. Or, on ne retrouve aucun de ces outils dans les archives archéologiques. Les gars auraient donc travaillé avec une précision qu'ils ne pouvaient même pas vérifier. Ça vous paraît pas louche, mademoiselle? Tout ça n'avait aucun sens. Mon informateur secret me montra alors que si l'on trace un cercle de rayon 1, son périmètre vaut alors pi. Si on divise ensuite ce périmètre par 6, on obtient alors 0,5236. C'est-à-dire exactement la valeur de la coudée en mètres. Bon, j'y connais rien en maths, mais toute cette démonstration était vraiment trop étrange.
Mon cerveau était tout chamboulé par tant de révélations bouleversifiantes. Et si tout cela n'était finalement qu'un simple hasard? En prenant les valeurs qui nous arrangent et en posant arbitrairement des équations, on peut faire apparaître pi et phi dans un simple tabouret de cuisine, sans pour autant pouvoir en conclure que les concepteurs de ce tabouret voulaient que notre fessier s'étale sur le nombre d'or. Blablabla, encore le hasard, toujours le hasard. La vérité, c'est que le sujet des connaissances mathématiques des Égyptiens est tabou chez les archéologues dogmatiques. Les incroyables connaissances des Égyptiens sont conservées secrètes et seuls les initiés tels que moi y ont accès. Si tu as l'esprit et le portefeuille suffisamment ouverts, je pourrais te les transmettre. Comment se faisait-il que l'on retrouvait des allusions au maître dans la Grande Pyramide? Les bâtisseurs ne pouvaient pas le connaître car officiellement celui-ci n'a été inventé qu'en 1793. Et si en fait le maître était multimillénaire et qu'il avait été transmis très discrètement de génération en génération? Souvenez-vous du pyramidion, ne mesurait-il pas exactement 1 mètre de papier toilette? Pourquoi ceux qui s'étaient occupés de le rénover en avaient-ils changé la forme? Quel lourd secret voulait-il nous cacher? Il devenait évident que les bâtisseurs de la Grande Pyramide connaissaient le maître. Après m'avoir suffisamment embrouillé le cerveau de chiffres dans tous les sens, mon informateur secret déplia une carte. Si on trace une ligne qui passe par l'île de Pâques et la pyramide de Gizeh, on obtient un cercle qui mesure exactement la même taille que notre équateur. On peut faire la même chose avec 2 points situés n'importe où sur Terre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à part t'inviter à ouvrir un bouquin de géométrie? Ce cercle n'est large que d'une toute petite centaine de kilomètres, et comme vous allez le voir, il passe par un nombre incroyable de sites autour de la planète. Le chandelier de Paracas, les pistes d'atterrissage de Nazca, Ollantaytambo, le Machu Picchu, Cusco et Sacsayhuaman. Puis ensuite il passe par les trop étranges terres du pays d'Ogon. Puis Tassili Nadjé. L'oasis de Siwa. Les pyramides de Gizeh. Puis Petra en Jordanie. Persépolis en Iran. Puis tout un tas de lieux aux noms imprononçables pour finalement aboutir à l'endroit le plus loin du monde, l'île de Pâques. C'était trop incroyable, tous les sites que croisait cette ligne étaient parfaitement alignés. Mais comment avait-il pu n'être possible de déterminer ces emplacements sur une courbe aussi longue? Et pourquoi cet alignement? Tous ces faits mis bout à bout venaient en totale contradiction avec le discours de l'histoire officielle. Mon informateur traça alors 2 cercles, le premier à l'intérieur de la Grande Pyramide, le second à l'extérieur. Puis il calcula la différence des 2 longueurs de ces cercles en mètres et me suggéra:
Va montrer ce chiffre à un physicien. Est-ce que ça ressemble à la vitesse de la lumière? Oui, si on veut. Ici la vitesse de la lumière en millions de mètres par seconde. Là, le chiffre donné par la pyramide. J'ai rien à dire de plus. Vous pensez sans doute que je fais dire n'importe quoi à ce scientifique. Ce n'est pas la question. Une fois tout le puzzle reconstitué, tout devient parfaitement clair. Soit tous ces incroyables faits étaient la conséquence d'un encore plus incroyable hasard, soit tous les monuments étaient l'œuvre d'une seule et même mystérieuse civilisation disparue. Qui aurait pu réaliser tous ces trucs trop étranges? Les Égyptiens? Il n'y a aucune preuve de l'existence d'une civilisation très ancienne, très mystérieuse, très disparue, mais il n'y a pas non plus la moindre preuve de l'inexistence d'une telle civilisation. Reprenons ce que nous avons découvert. Les bâtisseurs des pyramides ont réussi à mesurer la Terre et en ont déduit la valeur universelle du mètre, ils ont encodé des notions scientifiques dans les proportions de la Grande Pyramide, ils ont construit des bâtiments gigantesques et trop précis, qu'ils ont parfaitement alignés le long d'une ligne aussi grande que notre équateur moderne. Tout cela a forcément été fait dans un but précis. J'étais persuadé que mon informateur secret en savait beaucoup plus que ce qu'il voulait bien me révéler. Après lui avoir glissé quelques billets, il finit par passer à table. J'ai hésité de longues minutes avant de vous révéler ce qu'il me révéla. Mais il fallait bien rentabiliser mon investissement. Pour tout comprendre, il faut revenir quelques décennies en arrière. À la fin des années 70, lorsque la sonde Pioneer fut lancée, on plaça à son bord une plaquette avec un monsieur et une dame tout nus de gravés dessus. Mais il ne s'agissait pas d'un simple gribouillis digne d'un archéologue dogmatique. Cette plaque renfermait en effet un message destiné à d'éventuels extraterrestres qui tomberaient dessus dans le vide intergalactique. Les bâtisseurs de la Grande Pyramide avaient eu la même démarche en enfermant un message codé dans le plan même du bâtiment. Mais non pas pour les extraterrestres, mais pour nous. Selon mon informateur, les bâtisseurs voulaient attirer notre attention sur la précession des équinoxes, un cycle de 26 000 ans. Les angles de la Grande Pyramide correspondent à 4 des signes du zodiaque. Le Taureau, le Lion, le Homard et le Verseau. À cause de ce mouvement de l'axe de rotation de la Terre, les signes du zodiaque visés par le grand sphinx varient au fil des siècles. Selon les égyptologues dogmatiques, le sphinx aurait été construit après la Grande Pyramide. Mais les vrais chercheurs ont rassemblé de nombreuses preuves du contraire. Le sphinx est bien plus ancien qu'on ne veut bien nous le faire croire. D'ailleurs, sa tête n'est pas du tout proportionnelle avec le reste du corps.
Il est évident que la tête du pharaon a été retaillée bien plus tard. D'après mes analyses pyrographiques, à l'origine, cette statue représentait non pas un sphinx ou un lion, mais un pangolin. La géométrie du plateau de Gizeh mettait en évidence une étroite relation entre les pyramides et cette statue géante de pangolin. Mon informateur m'expliqua alors que Gizeh fonctionne comme une horloge astronomique géante, dont le cadran est marqué par 4 constellations, le regard hagard du pangolin formant l'aiguille. Le nom arabe du sphinx signifie « le père de la terreur ». Pourquoi avoir rebaptisé ainsi le pangolin? Que cherche à nous indiquer cette horloge géante? D'après mon informateur, le cycle de précession touche bientôt à sa fin, après avoir débuté il y a 26 000 ans. Pourquoi tous ces efforts pour attirer notre attention sur ce cycle? Dans les livres d'histoire religieux, la description d'événements cataclysmiques revient constamment. La maladie, le déluge, puis la destruction par le feu. Tout devenait limpide. Les bâtisseurs nous avaient laissé un message d'avertissement. La Terre s'apprêtait à entrer dans une période de chaos. La fin de le monde était proche. J'étais désemparé face à la terrible réalité que je venais de découvrir. Mon informateur me rassura aussitôt. T'inquiète pas ma jolie, si tu fais l'acquisition de cet appareil hautement sophistiqué confectionné par mes soins, tu échapperas à l'apocalypse. Tu préfères te séparer de quelques centaines d'euros ou mourir dans d'atroces souffrances englouties par une planète en furie? À toi de voir.
Désormais en sécurité, je jetai une dernière fois un regard vers les éléments récoltés durant mon incroyable enquête. Cet équateur de travers, figuré par les monuments des anciens bâtisseurs, était là pour nous indiquer la position de l'ancien pôle magnétique de notre bonne vieille Terre. J'interrogeais des scientifiques non dogmatiques qui me confirmaient qu'une inversion des pôles était imminente. Les premiers symptômes de la venue d'un effroyable cataclysme semblent déjà visibles pour celui qui sait où regarder. Toutes ces anciennes prophéties moquées par les archéologues dogmatiques de la science officielle sont sur le point de se réaliser. Je sais bien que ce film sera tourné en dérision par les défenseurs du dogme. Ils feront tout pour décrédibiliser mon enquête. Ils préféreront s'attaquer aux personnes plutôt que d'argumenter sur le fond. Mais comme le disait un vieux sage, seuls les faits comptent. Faites vos propres recherches et vous découvrirez, vous aussi, des choses trop étranges. Never had that many friends growing up, so I learned to be okay with just me, just me, just me, just me, and I'll be fine on the outside. I like to eat in school by myself anyway, so I'll just stay right here, right here, right here, right here, and I'll be fine on the outside. So I just sit in my room after hours with the moon and think of who knows my name. Would you cry if I died? Would you remember my face? So I left home, I packed up and I moved far away from my past one day. And I laughed, I laughed, I laughed, I laughed, and I sound fine on the outside. Sometimes I feel lost, sometimes I'm confused, sometimes I find that I am not alright, and I cry, and I cry, and I cry.
I just sit in my room after hours